j'attache beaucoup d'importance à l'hérédité. Je crois que c'est un élément essentiel qui aura permis à l'homme de structurer le monde dans lequel il vit. Et l'hérédité, ça signifie qu'on l'impose à ses enfants et à tous ceux qui nous entourent des normes qu'ils vont devoir respecter rigoureusement et qu'ils devront transmettre à la génération suivante. Rien ne remplace cette transmission de père en fils, de génération en génération. Et ça doit passer par la génétique, ça doit passer par la transmission des caractères, je dirais des caractères acquis, en tout cas la transmission des consignes, la transmission des pratiques. Rien ne se construit sans le génétique. Alors, le génétique, c'est un rapport à ce que j'appelle la surconscience. C'est-à-dire c'est un bagage que nous transmettons de manière subconsciente de génération en génération. Alors que d'autres processus passent par la formation et passent par l'éducation. C'est une autre démarche qui est plutôt de l'ordre de ce que j'appelle la surconscience. Le peuple hébreu, le peuple juif, a une religion de la génétique, a une religion de l'hérédité. C'est indiscutable. On n'entre pas horizontalement dans le monde juif, on y entre verticalement en quelque sorte. Ce que j'appelle l'ensemble diachronique, en opposition à l'ensemble synchronique. C'est-à-dire quelque chose qui existe dans la durée. Dans la transmission, mais pas la transmission intellectuelle, la transmission génétique. Et là, c'est là qu'il y a une source de conflit avec le christianisme, enfin, sinon avec l'islam, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne suffit pas de se réunir dans une sorte d'église en tant qu'individu, venant d'un peu de partout. Ça, c'est l'ensemble synchronique. Il faut véritablement être des gens qui viennent de la même origine et qui transportent les mêmes valeurs, je dirais, subconscientes. Donc l'éthique juive est une éthique de la transmission génétique, génération en génération, beaucoup plus que de la transmission synchronique avec son prochain. Quoique le mot prochain peut avoir plusieurs sens. Le prochain, ça peut être la génération prochaine. Mais ce qui est important, effectivement, c'est une relation qui passe par la génétique, donc ça passe par le sexe, qu'on veuille ou non. Et non pas par la parole. On retrouve cette problématique, cette dialectique de la parole et du mouvement. La parole, on peut toujours s'emparer de la parole de quelqu'un, des propos de quelqu'un. On va s'emparer de son hérédité, de sa génétique. C'est là une source de conflit entre le monde chrétien et le monde juif. Même si, dans la pratique, les chrétiens aussi ont adopté une certaine forme de transmission héréditaire, de père en fils, de siècle en siècle. Je pense que dans le passé, il y avait là un interdit majeur. Il fallait perpétuer les pratiques de sorte que
elles se transmettent finalement inconsciemment, en nous-mêmes, mais ce que le Tao Te Ching appelle le non-savoir, le non-agir. Quelque chose qui se fait sans qu'on veuille, sans qu'on sache que ça se fait. Les travaux de Michel Gauquelin, par exemple, ne se comprennent théoriquement que du fait de l'hérédité, qu'il appelle l'hérédité astrale, l'astrologie la transmission de l'hérédité planétaire. C'est pourquoi, alors qu'il est très facile d'entrer dans un ensemble synchronique, dans un ensemble horizontal, il est beaucoup plus difficile d'entrer dans un ensemble diachronique et vertical. C'est presque impossible d'ailleurs. Autrement dit, Dieu aurait créé un phénomène qui ne serait pas duplicable en quelque sorte. Et qui se perpétuerait, certes, mais qui ne dépendrait pas des apports extérieurs. En tout cas pas en ce qui concerne les hommes. Pour revenir donc aux travaux de Gauquelin, le fait que les ressortissants, les enfants de ces familles marquées par un certain métier, de père en fils, et sur le long terme, ces enfants finissent par naître avoir envie de naître, à moins que ce soit la mère, je ne sais pas, je vais là-dessus, avoir envie de naître sous la planète totem. Ou plus exactement, on les avait au départ fait naître sous cette planète. Et ils auraient enregistré ça, et par la suite, dans les générations suivantes, ils continueraient à vouloir naître sur cette planète, même si leurs parents ne font rien pour ça, et même si eux-mêmes ne connaissent pas cette planète, mais elle est enregistrée, elle est incrustée dans leur cerveau, et elle continue à jouer son rôle. Donc, on a une opposition ici entre les valeurs de l'ensemble diachronique, qui est la nouvelle philosophie de la création de Dieu, en fait, et les valeurs de la synchronie, qui précèdent quelque part l'état diachronique. Entendons par là que Dieu aurait commencé par réfléchir sur un ensemble synchronique, c'est-à-dire où les gens se retrouveraient, tout simplement, ce qu'on appelle le droit du sol en fait, et puis ensuite il serait passé au droit du sang, qui a donné naissance effectivement au peuple juif et à d'autres types de populations, qui ont comme ça un point de départ de façon assez satisfaisante. C'est ce que j'appelle la quatrième création.
passe des deux premières créations aux troisième et quatrième créations. Et un ensemble synchronique tourne autour d'une personne, d'une personnalité, un chef, si on veut, qui réunit ses troupes à un moment donné, alors que l'ensemble diachronique, lui, c'est un ensemble qui est déjà constitué, qu'il faut réveiller éventuellement, mais qui est déjà constitué, et qui n'a pas à faire appel à des savoirs superficiels. Le peuple hébreu, donc, traverse l'histoire dans sa diachronie, dans son ensemble diachronique, et ça fait penser effectivement un peu à la discussion sur la course des âmes qui traverse l'histoire également. Et en traversant l'histoire, il tend à négliger les relations horizontales, les relations du moment, pour se projeter dans le futur, afin éventuellement de rencontrer des âmes sœurs, de rencontrer des affinités. Et il tend à négliger ce qui se passe autour de lui. Trop investi de la succession, de la transmission aux générations suivantes. C'est là que le bas blesse, en quelque sorte. On voit bien avec l'État hébreu que c'est un peu la même chose qui revient. L'État hébreu n'arrive pas véritablement à intégrer des éléments étrangers, voisins. Il n'arrive pas à s'entendre avec ses voisins, et par conséquent, il ne va pas pouvoir trouver un terrain d'entente avec ses voisins. Puisqu'il est polarisé vers le futur, il est polarisé vers le devenir. Et pour cela, il a besoin d'hommes et de femmes qui sont porteurs de ces valeurs, de ces paramètres, de ces vecteurs, qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de dire. Effectivement, nous sommes dans un processus de transmission, non plus de l'ordre de la surconscience, mais de l'ordre de la subconscience. Quelque chose que nous transmettons en le voulant quelque part, mais sans savoir comment ça se passe, et sans avoir besoin de le savoir.